Voilà, mesdames, messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette première conférence du Colloque Wright pour la science, dont c'est la 18e édition déjà. Mon nom est Olivier Dessibourg, je suis journaliste scientifique et c'est moi qui aurai le plaisir de vous accompagner tous les soirs de cette semaine pour ceux qui reviendront pour ces conférences. Comme chaque année, vous le savez, on a le privilège, le plaisir d'accueillir ici à l'Université de Genève des orateurs de renom qui viennent du monde entier pour vous présenter le résultat de leurs recherches, leurs travaux. Cette année, bien sûr, ne fera pas exception et tous vont nous faire voyager avec eux dans le système solaire, dans notre galaxie, voire beaucoup plus loin jusqu'aux confins de l'univers. Mais tout cela, bien sûr, en gardant les pieds bien sur Terre, grâce à une force que vous connaissez probablement tous, la force de gravité qui est partout, qui sculpte l'univers, qui régit nos vies jusqu'à notre posture, la posture de notre corps, mais qui, malgré tout, reste encore bien mystérieuse. Pas plus tard qu'il y a quelques semaines, une équipe en Chine a fait 2 mesures différentes de ce fameux grand G, cette fameuse constante de gravitation que vous connaissez, dont vous vous souvenez peut-être de vos cours de physique. Alors, cette soirée se déroulera, comme vous le savez, en 2 parties. D'abord, la conférence avec l'orateur de ce soir, en français, mais avec une traduction simultanée en anglais. Et ensuite, une partie de questions-réponses, durant laquelle vous pourrez poser vos questions aussi en français et en anglais, durant laquelle aussi on accueillera 2 autres orateurs de ce Colloque Wright ce soir pour une discussion qu'on veut aussi interdisciplinaire que possible. À ce stade, une petite information d'usage. Je vous demande de ne pas éteindre vos portables. Enfin, je doute encore qu'il y ait des gens qui l'aient de toute façon éteint, mais simplement de le mettre sur mode silencieux, mais de ne pas l'éteindre. Pourquoi? Parce que vous pouvez poser vos questions de 2 manières, déjà dès maintenant. Alors, bien sûr, en live tout à l'heure aux orateurs qui seront présents sur scène, mais aussi par Twitter, en utilisant le hashtag qui doit être quelque part, le voici, Colloque Wright. Donc, vous pouvez poser vos questions à travers ce hashtag sur Twitter. Quelqu'un les relayera dans la salle aux orateurs qui seront ici présents. Ceci est notamment très utile pour les nombreuses personnes qui sont derrière vous, dans l'autre salle, qui nous regardent, et même bien au-delà, puisque cet événement est live-streamé, donc en direct sur Internet. Donc à tous ceux qui nous regardent, même à distance, sur leur écran d'ordinateur, n'hésitez pas à poser vos questions sur Twitter. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais passer rapidement la parole à 2 personnes qui vont vous adresser quelques mots de bienvenue. Et la première est le recteur de l'Université de Genève, M. Yves Flukiger. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, chers collègues, c'est pour moi un très grand privilège de vous accueillir ce soir dans cet auditoire bondé. Tellement bondé que nous avons dû en ouvrir un 2e pour pouvoir vous accueillir toutes et tous. C'est pour nous, pour moi, pour la Fondation aussi, un magnifique signal de l'intérêt, année après année, que revêt ce colloque et de l'intérêt de la population genevoise pour la science. Je remercie tout particulièrement la Fondation Wright d'avoir choisi l'Université de Genève pour organiser ces événements. Cela a été rappelé tout à l'heure, la 18e édition, avec un thème cette année particulièrement porteur, la gravitation, qui n'en a pas entendu parler, mais en même temps, c'est un phénomène physique qui recèle encore bien des mystères, et je crois que durant cette semaine, on aura l'occasion de les découvrir jour après jour. Je suis particulièrement heureux, effectivement, que l'on puisse partager avec la Fondation Wright ce souci d'apporter la science et ses progrès vers le plus grand nombre. C'est le souci de la Fondation Wright, c'est aussi le souci de l'Université de Genève. C'est une de nos missions, cette ouverture vers la cité, vers le public. Et je suis particulièrement heureux que nous puissions le faire avec la Fondation Wright. Ce n'est d'ailleurs pas le seul événement que nous organisons avec la Fondation Wright, mais toujours dans le même esprit, dans la même volonté de pouvoir partager avec vous toutes et tous le savoir qui progresse année après année. Et j'aimerais aussi évidemment attirer votre attention sur un événement qui aussi devient incontournable de la vie genevoise, qui est attendu par l'ensemble de la population, c'est l'illumination, le son et lumière qui éclairent le bâtiment d'Unibastion. Et je vous invite, peut-être pas ce soir, puisque vous êtes dans cette salle, vous avez peut-être déjà raté le son et lumière de 18h, il y en a un 2e à 19h, vous ne pourrez pas y assister, à 20h ça sera aussi un tout petit peu serré, mais allez-y un autre jour, parce que je crois que c'est un événement particulièrement magnifique,
un rêve qui devient réalité sur ces murs des bastions. C'est aussi emblématique puisque c'est un des bâtiments, ou le bâtiment le plus ancien de notre université. C'est une manière magnifique de le mettre en lumière, de le mettre en valeur, et puis aussi parce que c'est un bâtiment qui commence sa rénovation. C'est aussi pour nous une immense chance. Merci infiniment de votre présence. Je vous souhaite une très bonne soirée, une très bonne conférence de ce soir, et revenez nombreux et nombreuses pour les autres événements de cette semaine. Merci infiniment de votre présence. Merci. Merci, monsieur le recteur. Je passe maintenant, sans plus attendre, la parole à Thierry Courvoisier, le président de la Fondation Wright. Monsieur le recteur, mesdames, messieurs, bonsoir. Merci à l'université de nous permettre d'organiser cet événement dans ces locaux. C'est pour nous, c'est vrai, toujours un plaisir de collaborer avec l'université dont on fait quelque part un peu partie aussi. Bienvenue au Colloque Wright de cette année. Une excellente occasion de partager la connaissance. C'est un partage indispensable pour la science, car un savoir gardé pour soi est stérile, et seule la connaissance partagée porte des fruits. C'est un partage important pour la société aussi, parce que le savoir fraîchement acquis trouve petit à petit sa place dans notre culture et façonne ainsi notre identité. Un partage entre chercheurs et public, mais aussi un partage international, un partage qui participe ainsi de notre identité de citoyens de la planète Terre et de la contribution de chacun à la construction d'un espace hospitalier pour tous. Un enjeu à méditer en cette période de votation en Suisse. Un partage que la Fondation Wright est heureuse de vous proposer toute cette semaine. Monsieur le recteur, Madame, Monsieur, êtes-vous bien assis? Oui. Ce n'est pas de la réclame pour les sièges de l'université, mais c'est une remarque que vous devez le fait d'être assis et d'être bien assis à la gravitation. C'est elle qui donne à votre masse un poids que vous sentez sous vos cuisses ce soir. C'est aussi une force avec laquelle nous sommes infiniment familiers. C'est elle contre laquelle vous devrez lutter pour grimper les marches et sortir de cet auditoire tout à l'heure. C'est celle qui vous fait peiner quand vous faites une montée à vélo. C'est celle qui vous fait tomber quand vous trébuchez. Elle est infiniment familière, mais aussi encore mystérieuse. Ceux qui ont lu Tintin savent que les bonds que les Dupont ont faits sur la Lune sont beaucoup plus importants que ceux qu'ils pouvaient faire sur la Terre. À l'inverse, il est plus difficile de s'échapper d'un corps plus dense. Et quand un astre devient vraiment très dense, la gravitation empêche même la lumière de s'en échapper. C'est comme si elle crée un trou dans l'espace, un trou noir. La gravitation génère aussi des ondes que l'on a détectées il y a quelques mois maintenant. Et la caractéristique de ces ondes, c'est de faire varier la distance entre deux objets qui ne bougent pas. C'est aussi une phrase à méditer. Tout participe de la gravitation. Et par voie de conséquence, elle nous permet de détecter de la matière qui n'émet pas de lumière dans l'univers. Et c'est une de ces propriétés dont nous discuterons aussi cette semaine. Enfin, après à peu près un siècle de travail, il s'avère que nous sommes toujours incapables de donner de la gravitation une description qui fût compatible avec la description que nous avons des autres forces de la nature. La gravitation est donc non seulement fascinante, mais elle peut aussi s'avérer pratique et être précieuse pour exécuter des voyages fascinants dans le système solaire en direction d'objets sur lesquels elle est presque absente. Tous ces aspects seront discutés cette semaine par d'éminents collègues que je remercie très chaleureusement de leur contribution au fil de la semaine.
Ces conférenciers vous seront présentés chaque soir par un professeur de notre région, familier de leur travail. Et je les remercie aussi de faire le lien ainsi entre la recherche de là-bas et la recherche d'ici. Merci à Olivier Dessibourg pour animer ces soirées et merci à tous ceux dont le travail est essentiel pour la réussite de cette semaine. Fannen Sisban, Ascension Lozano, les traducteurs, les acteurs de l'audiovisuel, le personnel de la sécurité, les hôtesses qui vous ont permis d'entrer ici dans un ordre assez raisonnable. À tous donc un très grand merci et je vous souhaite une excellente soirée. Merci Thierry Courvoisier. Comme Thierry l'a dit, j'invite donc maintenant quelqu'un qui va présenter l'orateur de ce soir, en l'occurrence Michele Maggiore, qui est professeur de physique théorique à l'Université de Genève. Monsieur le recteur, mesdames et messieurs, j'ai le grand plaisir d'introduire l'orateur d'aujourd'hui, le professeur Thibaut Damour. Thibaut est un scientifique de renommée mondiale, c'est un des plus grands spécialistes, non, peut-être les plus grands spécialistes dans la relativité générale et dans la physique des ondes gravitationnelles. Quand j'ai commencé à préparer ces quelques lignes pour introduire notre orateur, j'ai aussi découvert une chose que j'ai trouvée assez extraordinaire, la fascination de Thibaut pour les travaux d'Einstein. Était très précoce, il a commencé à lire les papiers d'Einstein original à l'âge de 14 ans. À 14 ans, il a pris un papier en anglais, c'était un des papiers de l'époque de Princeton, pas seulement l'a compris, il a trouvé une erreur, il a trouvé une faute dans un passage mathématique, et c'était là à 14 ans. Donc ça vous donne déjà un cadre pour situer les capacités de notre orateur aujourd'hui. Après, la suite, c'est qu'on pourrait s'imaginer, études à l'École normale supérieure à Paris. Il termine sa thèse à l'âge de 22 ans. Sa thèse, ça veut dire pas seulement le bachelor, après le master et la thèse. Après, il va à Princeton, justement, où Einstein a passé la dernière partie de sa vie, avec des grandes figures comme Wheeler et d'autres. Et là, commence à faire évidemment des travaux très importants. Je ne vais pas anticiper de quoi on parlera, mais certainement un aspect marquant du travail de Thibaut, c'était la découverte d'un pulsar binaire, un système magnifique avec une étoile à neutrons qui tourne autour de l'autre, qui était un laboratoire formidable pour la relativité générale. Cet objet fu découvert par Hulse et Taylor en 1974. Ils ont reçu le prix Nobel pour cette découverte en 1993, parce que ça permettait de tester des effets extraordinaires de relativité générale, mais pour les tester, il fallait d'abord les calculer. Et les calculs ont été faits, dans ce cas, par Thibaut avec sa collaboratrice Nathalie Deruel. Moi, j'ai aussi étudié un certain nombre de papiers des années 70 pour mon travail sur la physique des ondes gravitationnelles. À l'époque, les domaines étaient dans pleine confusion. Même Einstein, à un certain moment, avait douté de l'existence même des ondes gravitationnelles. Dans les années 50, on avait plus ou moins compris qu'ils existent, mais s'ils sont émis dans des systèmes binaires, comment on les calcule, ça c'était la confusion totale. Et là, un tout jeune Thibaut commence à se poser la question et va vraiment clarifier tout. Là, on voit d'abord un des aspects que je trouve toujours dans les travaux de Thibaut, une clarté et une rigueur intellectuelle vraiment extraordinaire. Dans la suite, il s'attaquera à des problèmes toujours très difficiles, calculer, après avoir posé les bases conceptuelles, calculer vraiment les ondes gravitationnelles émises à un niveau de précision qui sera après utilisé par LIGO, Virgo pour les détections. C'est des calculs extrêmement compliqués. Là, on verra un autre aspect marquant de toute la production de Thibaut, qui sont des capacités techniques et mathématiques tout à fait extraordinaires. Les travaux de Thibaut ont été très importants évidemment pour le prix Nobel pour la pulsar Hulse-Taylor, ont été cruciaux aussi pour le prix Nobel pour la découverte des ondes gravitationnelles l'année passée de LIGO et Virgo. D'ailleurs, ils sont très cités, mentionnés dans la motivation de la mission Nobel. Je ne vais pas faire plus long, c'est évident qu'on a un scientifique vraiment d'exception ce soir. J'aimerais conclure avec deux mots sur d'autres facettes de la personnalité de Thibaut, pour ce que je connais. D'abord, il a aussi un talent de divulgateur. Il a écrit un livre, Si Einstein m'était compté, c'est publié en 2005.
Mais tout récemment, même une bande dessinée, Les mystères du monde quantique, 2016, où Thibault a écrit les textes, un dessinateur, Mathieu Bourma, a fait les dessins. La bande dessinée vient de recevoir un prix de la bande dessinée en Belge. Je suis aussi très jaloux d'autres capacités de Thibault, comme sa capacité de jouer du piano de manière professionnelle. C'est qu'avec un des nombreux prix qu'il a eu, il s'est acheté un Steinway des concerts qu'il joue magnifiquement, et on peut l'entendre parfois à l'IHS où il est professeur à jouer du piano. Je ne vais pas faire plus long, j'ai le plaisir d'inviter Thibault à nous rejoindre. Donc, ce soir, j'ai le plaisir de vous parler d'ondes gravitationnelles et trous noirs. Notre histoire va commencer avec Einstein. On voit une photo d'Einstein au moment où il a découvert la théorie de la relativité générale, ce qui lui a causé effectivement beaucoup d'années de malaise physique, comme on voit ici, parce que ça a été très difficile. Et on va parler trous noirs et ondes gravitationnelles. L'événement remarquable qui est arrivé le 14 septembre 2015 est que 2 détecteurs interférométriques d'ondes gravitationnelles, dont on parlera plus précisément plus tard, et il y aura une conférence de Gabriela González dévouée à ce problème, ces 2 détecteurs qui sont d'immenses tubes dans lesquels de la lumière circule à 2 endroits aux États-Unis, ont vu dans la longueur des bras de ces interféromètres fluctuer pendant une fraction de seconde. Et comme vous voyez, ça, ce sont les données brutes de fluctuation de la longueur des bras de l'interféromètre. Et cette fluctuation, ici, est de l'ordre de 10 puissance moins 18. Et ça n'est pas l'onde gravitationnelle. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, ça n'est pas l'onde gravitationnelle. L'onde gravitationnelle est 1000 fois plus petite que le signal que vous voyez. Donc, en fait, tout de suite, la question est comment peut-on aller chercher dans quelque chose qui est du bruit, parce que c'est le bruit qui fait bouger les bras des interféromètres, un signal qui est 1000 fois plus petit. Et l'histoire que je vais vous raconter du point de vue théorique est quel est le chemin théorique qui a permis, en partant d'un signal très bruité, d'en conclure qu'on avait vu, à 1 milliard d'années-lumière d'ici, la coalescence de 2 trous noirs avec des masses d'une trentaine de fois la masse du Soleil et une quantité de rotation très faible. Quel est le chemin théorique qui a permis de conclure cette interprétation des données observables de LIGO? Notre histoire commence en novembre 1915, au milieu donc de la guerre de 14-18, quand Einstein, et en particulier le 25 novembre 1915, écrit un article qui s'appelle « Les équations de champ de la relativité, de la gravitation », qui contiennent toujours les équations que l'on utilise, qui définissent la théorie de la relativité générale. Ici, vous voyez des feuilles de calcul d'Einstein faites en Suisse, quand il était à Zurich en 1912, en fait, qui a été le début de la relativité générale. Pour avoir une idée aussi de l'atmosphère dans laquelle Einstein travaillait, rappelons-nous que la guerre de 14-18 a été une guerre déjà très meurtrière et que Einstein, qui était un pacifiste total, était entouré de collègues qui étaient très patriotes. Je veux dire, même Max Planck a signé un papier disant que vraiment de quoi les Belges se plaignaient, que c'est eux qui avaient fait des exactions contre l'armée prussienne. Et d'autres collègues d'Einstein, en particulier son ami Fritz Haber, avec qui il faisait de la musique de chambre d'ailleurs le soir, lui inventait les armes chimiques terribles qui ont tué tant de personnes du côté français. Donc Einstein considérait qu'il était dans une maison de fous et s'est enfermé, lui, dans la recherche d'une nouvelle vision de l'espace et du temps qui a conduit, donc, fin novembre 1915, à la découverte de cette nouvelle théorie de la gravitation. Il envoie le résultat de sa théorie à un de ses collègues, Karl Schwarzschild,
qui, lui, était officier sur le front de l'Est. Le front était calme, donc il n'y avait pas la guerre. Et donc, il a pu, en fait, faire des calculs. Et Schwarzschild, en 15 jours, fin décembre 1915, trouve la première solution exacte des équations d'Einstein, que l'on appelle aujourd'hui trou noir de Schwarzschild. Donc, vous voyez, 2 semaines après la découverte des équations d'Einstein, le trou noir, en un certain sens, mais on va rentrer dans les détails, est découvert. Et quelques mois plus tard, en juin 1916, avec une erreur qu'il corrige en 1918, Einstein introduit et fait les premiers calculs sur la notion d'onde gravitationnelle. Donc, il y a exactement 100 ans avant l'observation de LIGO, la scène était mise en place avec la théorie, les trous noirs et les ondes gravitationnelles. Je ne vais pas vous faire peur avec des équations, mais je veux juste rappeler les concepts fondamentaux qui sont à la base de cette nouvelle théorie d'Einstein. Le premier concept est celui qui s'appelle le bloc espace-temps, qui consiste et c'est un concept qui, même s'il s'est cristallisé grâce aux idées physiques d'Einstein, a utilisé des idées mathématiques précurseurs de Henri Poincaré et aussi des travaux de Hermann Minkowski. L'idée essentielle est que, contrairement à ce que l'on apprend à l'école, où en général on nous dit il y a des choses qui se passent à tout moment dans l'espace. Donc si par exemple je prends l'espace de cette scène et je m'en sers comme une salle de billard, donc en faisant se déplacer une boule de billard rouge et une boule de billard bleue qui se déplacent, et à l'instant zéro, elles partent de chaque bout de la salle, puis elles se rapprochent, puis un instant, 3 secondes plus tard, elles se cognent au centre, et puis un instant d'après, après être entrées en collision, elles repartent en sens inverse, et elles repartent à l'autre bout de la salle. Ça, c'est la vision de l'espace à des instants successifs, avec le mouvement de la matière, de ces boules de billard. Eh bien, l'idée de l'espace-temps, du bloc espace-temps, consiste à empiler ces tranches d'espace, ces visions successives de tout ce qui se passe dans l'espace à des temps successifs, comme des cartes à jouer que vous empilez les unes sur les autres. Et donc, ça vous donne, la dimension verticale étant le temps, un bloc qui a 3 dimensions d'espace. Ici, il n'y a que 2 dimensions d'espace pour le dessin, et une dimension supplémentaire pour le temps. Donc, Einstein nous dit, et Poincaré et Minkowski, il faut penser la réalité non pas comme espace plus temps, mais espace lié au temps. Il y a des structures de propagation de la lumière sur lesquelles on reviendra à l'intérieur de cet espace-temps. Ça, c'est l'espace-temps qui apparaît pour la théorie de la relativité restreinte en 1905, une théorie où la structure de l'espace-temps est bien ordonnée et sage. Vous voyez, la même chose se passe partout dans l'espace-temps, ici, à gauche, à droite, dans le passé et dans le futur. Pardon. Et la nouvelle théorie d'Einstein de la relativité générale, qui a été en grande partie développée en Suisse, puisque la première idée, il l'a eue à Berne en 1907, puis après, les premiers calculs concrets étaient à Zurich en 1912, mais il a été attiré ensuite à Berlin, et c'est à Berlin qu'il a fini de construire sa théorie. Et vous voyez une vision déformée de l'espace-temps de la relativité restreinte. Le bloc espace-temps, du coup, est transformé par la présence de ces lignes qui est la présence de matière dans l'espace-temps. Quand vous avez de la matière, de l'énergie dans l'espace-temps, ça déforme la structure de l'espace-temps. Cette déformation est donnée mathématiquement par des équations d'Einstein. Mais on ne va pas utiliser des équations ici, elles sont écrites ici. Je vais essayer, en suivant d'ailleurs les conseils de Daly, qui a essayé de penser intuitivement la structure de la théorie d'Einstein. Et vous savez que ce célèbre tableau, dont il existe plusieurs versions, qui s'appellent parfois les montres molles ou la persistance de la mémoire, en fait, Daly lui-même appelait ces tableaux le camembert du temps et de l'espace. Et il avait vraiment à l'idée, je pense, la théorie d'Einstein. En fait, cette vision que c'est le temps qui devient mou n'est pas tout à fait correcte, mais essayons d'utiliser tout de même une analogie du même type pour expliquer en une phrase ce que nous dit la théorie d'Einstein
de l'espace-temps qu'on appelle en général courbé. Eh bien, cette phrase qui résume la théorie d'Einstein, c'est que l'espace-temps, ou l'espace simplement, si l'on veut, est une structure élastique qui est déformée par la présence en son sein de masse-énergie. Donc, le point essentiel, c'est qu'il faut imaginer que l'espace, entre deux personnes dans cette salle, qu'en général on pense comme être du vide, n'être rien, eh bien cet espace c'est comme un milieu élastique de la gelée, comme ce délicieux dessert de nos voisins anglo-saxons, qu'on doit trouver peut-être à Genève aussi. Donc il faut vraiment penser l'espace comme cette gelée avec des capacités élastiques. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous direz, bon, c'est une analogie, mais ça n'explique rien, une analogie. Essayons de dire vraiment ce que veut dire que l'espace est élastique dans la théorie d'Einstein. Nous avons tous appris à l'école les lois de la géométrie qui datent des Grecs, et en particulier un théorème essentiel qui date de Thalès, est que si j'ai un triangle, donc si j'ai 3 points dans l'espace, et entre ces 3 points, je tire 3 lignes les plus droites possibles, ce triangle va avoir 3 angles en chaque angle. Donc au point A, il y aura un angle A chapeau, un angle B chapeau. La somme des angles d'un triangle est censée être toujours égale à 2 droits, ou 180 degrés, ou en radian pi, 3, 14, 159, 2, 6, 5, 3, 5, etc. Ça, c'est les lois de la géométrie euclidienne. Eh bien, Einstein nous dit, c'est vrai, mais uniquement s'il n'y a pas de matière autour. Si le triangle est vraiment dans l'espace vide, c'est vrai. Mais si vous mettez au centre du triangle une boule de matière, vous voyez, le plus dense possible, qui occupe tout le triangle, là, le triangle est circonscrit à cette boule de matière, eh bien, ça devient faux. Et ça devient faux d'une quantité qui est donnée par la théorie d'Einstein, qui nous dit que la somme des angles est un peu plus grande que 180 degrés, et d'une quantité qui dépend de la masse de la boule, de la constante G de la gravitation dont nous parlait à l'instant Olivier de Sibourg, et de l'inverse du carré de la vitesse de la lumière. Et puis vous avez un facteur 2 aussi. Donc ça, c'est une conséquence quantitative qui nous dit, voilà, vous mettez une boule de pétanque, vous pouvez calculer avec sa masse, son rayon, eh bien, ça fera que la somme des angles du triangle autour de la boule de pétanque sera un peu plus grande. Numériquement, bon, il y a aussi un autre effet qui est le temps s'écoule différemment à la surface de la boule de pétanque et un peu plus loin par une autre formule mathématique qui contient toujours la même quantité. Cette quantité-là, vous me direz, mais cette déformation, si c'était vrai que la somme des angles n'est pas égale à 180 degrés, on aurait dû s'en apercevoir. Même les Grecs auraient dû s'en apercevoir. Mais si vous prenez une boule de pétanque habituelle, ça changera les choses, je ne sais plus, à la 30e ou à la 40e décimale. Si vous prenez un triangle qui est autour de la Terre, c'est à la 9e décimale que c'est faux. Si c'est autour du Soleil, c'est à la 6e décimale que c'est faux. Mais si vous prenez une étoile à neutrons, c'est faux de 40%. Et si vous prenez un trou noir, c'est faux de 100%. Donc il faut des objets particulièrement denses, comme les étoiles à neutrons et les trous noirs, pour voir cette modification de la géométrie de l'espace. Alors, maintenant, qu'est-ce que c'est qu'une onde gravitationnelle? Une fois qu'on s'est habitué à penser l'élasticité de l'espace, sa déformation des lois de la géométrie par la présence de matière, comme tout milieu élastique, si je déforme cet espace, cette déformation va pouvoir se propager dans l'espace dans lequel je suis. Eh bien, une onde gravitationnelle, c'est une onde de déformation de la gelée espace qui se propage à la vitesse de la lumière, en fait. Dans la théorie d'Einstein, on calcule que ces ondes de déformation de la gelée espace se propagent à partir d'endroits où il se passe des choses, parce qu'il y a de la matière qui bouge, à la vitesse de la lumière, dans toutes les directions. Bien. Et les premiers calculs analytiques à partir de la théorie d'Einstein qui ont commencé à montrer ça et à calculer l'intensité de l'onde gravitationnelle émise par deux masses qui bougent sont dus à Einstein, avec une version correcte en 1918. Mais ce qui est étonnant, c'est que bien que dès 1918, dans les équations de la théorie, il y avait quelque chose qu'aujourd'hui on pourrait dire c'était là les ondes gravitationnelles, pourquoi il a fallu tant de temps pour comprendre qu'elles étaient réelles et qu'on pouvait les détecter? Parce qu'il y avait des subtilités conceptuelles dans lesquelles je ne vais pas rentrer, mais je veux rendre hommage à Joe Weber, qui a été le premier à vraiment penser que c'était quelque chose de réel, les ondes gravitationnelles, parce qu'il pouvait concevoir
un objet physique qui allait les détecter, comme un détecteur d'ondes électromagnétiques a permis de prouver que les ondes électromagnétiques par Hertz existaient et étaient reçues. Il a eu le premier l'idée de se dire que si une onde gravitationnelle passait et rencontrait un gros cylindre de métal comme cela, l'onde gravitationnelle allait déformer la géométrie et donc la distance, la longueur totale de ce cylindre et le faire vibrer après le passage de l'onde et vibrer d'une quantité fractionnaire, ça c'est la variation de longueur du cylindre divisée par le cylindre. En fait, c'est pour le cas où il n'y a pas de force élastique dans le cylindre, proportionnelle à l'intensité de l'onde gravitationnelle. Essentiellement, quand une onde gravitationnelle passe, elle déforme les distances, mais de façon anisotrope, dans le plan perpendiculaire à la propagation de l'onde. Vous voyez, si vous avez un être humain, cet être humain va être étiré dans une direction et écrasé dans l'autre pendant une demi-période, et puis en sens inverse pendant l'autre demi-période. Donc, ce n'est que dans les années 1955, en fait, il a fallu tout ce temps pour se convaincre que c'était quelque chose de réel qui allait pouvoir être détecté. Je ne vais pas rentrer, je pense que Gabriele González en parlera. Il y a eu beaucoup de développement pour comprendre comment construire des détecteurs assez sensibles pour voir les ondes gravitationnelles, en particulier l'idée que utiliser des interféromètres était un excellent instrument et dû à deux Russes, Gerstenstein et Pustovoit, et après avec des développements en particulier de Ray Weiss et beaucoup d'autres dans lesquels je ne rentre pas. Je veux juste aussi faire allusion que bien que les observations de LIGO ont été la première observation de l'effet d'une onde gravitationnelle qui passe sur Terre et qui change des distances dans un objet sur Terre, en fait, grâce à la découverte des pulsars binaires par Hulse et Taylor, on avait déjà une preuve tout à fait directe, contrairement à ce que beaucoup de gens disent, y compris les gens de LIGO, ce n'est pas une preuve indirecte, mais une preuve directe que les ondes, que la gravité se propage à la vitesse de la lumière. Et quantitativement, en fait, on avait testé déjà très profondément la théorie d'Einstein, ce qui nous permet d'avoir confiance en utilisant la théorie d'Einstein pour prédire la forme des ondes gravitationnelles, parce qu'elle est déjà testée par ailleurs. Donc, on a le droit scientifiquement de l'utiliser. Revenons maintenant à notre saga des trous noirs. J'ai dit que, en décembre 1915, Karl Schwarzschild, d'ailleurs c'est un événement aussi, c'est quelque chose d'extraordinaire, que l'inventeur du concept de trou noir s'appelait Schwarzschild, ce qui veut dire bouclier noir. Évidemment, en Suisse, tout le monde comprend tout de suite. Bouclier noir. Mais Monsieur Bouclier Noir a écrit cette formule en décembre 1915, formule qui a l'air très simple, et cette équation contient le concept de trou noir, mais le contient de façon cryptique, en fait. Et il a fallu 50 ans de développement théorique et expérimentaux pour se convaincre qu'il y avait un objet physique et que cet objet allait exister dans la nature. On va le dire très rapidement. J'ai mis ici juste des photos des gens qui ont joué un rôle conceptuel très important, en particulier Oppenheimer, pour une raison que je vais dire à l'instant, et aussi le néo-zélandais Roy Kerr, qui a trouvé la généralisation de la solution de Schwarzschild qui décrit un trou noir qui tourne sur lui-même. Beaucoup d'étoiles tournent sur elles-mêmes, donc on s'attend qu'un trou noir puisse aussi tourner sur lui-même. N'ayez pas peur de cette transparence, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est juste pour dire qu'il a fallu 50 ans de découvertes astrophysiques, observationnelles et de nouvelles idées théoriques pour se convaincre que le trou noir était quelque chose de réel. D'abord parce qu'il a fallu comprendre que les étoiles évoluent, que les étoiles vivent et meurent, que quand les étoiles meurent, il y a une masse maximum pour une étoile morte, il y a des étoiles à neutrons très denses, et au-delà de l'étoile à neutrons, qu'est-ce qui peut exister? Il restait que le trou noir, et tout ça a conduit à un travail essentiel d'Oppenheimer et Snyder en 1939, mais même là, le fait que c'était réel, il a fallu la découverte après des pulsars, puis des quasars, des sources X binaires. Donc vous voyez, beaucoup de travaux. On ne peut pas dire, voilà, tout était dans Schwarzschild, c'était plié, comme les scientifiques sont nuls pour ne pas avoir compris ça immédiatement. Il y a un chemin conceptuel et observationnel essentiel, mais j'aimerais maintenant vous décrire l'idée, qu'est-ce que c'est qu'un trou noir? Voilà. Parce que, évidemment, une première approximation du trou noir consiste à dire c'est un objet
tellement dense que si j'essaye de lancer vers le haut, par exemple, un objet à partir de la Terre comme une pomme, elle va retomber sur Terre, sauf si je la lance vers le haut avec une vitesse de 11 km par seconde, auquel cas elle arrive à échapper à l'attraction terrestre. Et un trou noir sera un objet qui est tellement dense que la vitesse d'échappement à laquelle il faut que j'envoie un objet devient plus grande que la vitesse de la lumière, donc la lumière ne sort pas. Ça, c'est un aspect du trou noir, mais en fait, plus profondément, voici le trou noir tel qu'il a été compris par Oppenheimer et Snyder en 1939, et surtout, en fait, par trois Russes, Doroshkevich, Zeldovich et Novikov en 1965, avec des contributions mathématiques essentielles, géométrie de l'espace-temps, par Penrose et d'autres en 1969. Je vais vous expliquer ce dessin. Ce dessin est un diagramme d'espace-temps. Vous vous rappelez qu'avant, j'ai dit espace-temps, ça veut dire mettre ensemble, empiler l'état de l'espace à des temps successifs. Donc, dans ce dessin, la dimension verticale représente le temps, et donc, si je fais des tranches horizontales, j'ai ce qui se passe à chaque instant dans l'espace. La première tranche, ici, qui est une espèce de cercle, représente une étoile. J'ai supprimé une dimension d'espace. Au lieu, donc, l'étoile n'est plus une boule, elle est un disque. Et cette étoile, elle est en fin de vie et elle a épuisé ses sources nucléaires internes qui la soufflaient par une pression interne, et donc il n'y a plus de source de pression qui la maintient. Et donc, comme la matière attire la matière, la gravitation a tendance à vouloir faire s'écraser l'étoile sur elle-même. Et là, en fin de vie, elle va s'écraser sur elle-même. Donc l'étoile, à un instant ultérieur, vous voyez, le disque est toujours là, mais il est plus petit. Ça veut dire que l'étoile s'effondre. Alors, si on était en physique newtonienne, une étoile qui s'effondre, elle s'effondrerait jusqu'à ce que toute la matière se rassemble au centre, en un point. Et donc, on dirait, voilà, elle va aller là, en un point. Mais vous voyez qu'il se passe des choses dans l'espace-temps ici. Et il se passe en fait plusieurs choses. Il y a une première zone grisée et puis une zone plus noire ici. La zone grisée, c'est que si à partir du centre de l'étoile, vous émettez un flash lumineux qui part dans toutes les directions, en général, ce flash lumineux va partir à la vitesse de la lumière et partir à l'infini. Mais la structure de l'espace-temps est tellement déformée par l'effondrement de l'étoile qu'en fait, la lumière qui commence à partir se ralentit, vue de l'infini, et finalement fait du surplace. Vous voyez que ici, cette espèce de tulipe qui ne s'évase plus représente le sort dans le futur de cette bulle de lumière. Et le fait que cette bulle de lumière garde ici un rayon constant veut dire que j'ai une bulle de lumière qui essaye de sortir à vitesse de lumière, mais qui fait du surplace. C'est un peu comme si vous aviez un étang, et cet étang, vous ouvrez la bande de fond de l'étang, ou une baignoire, vous ouvrez la bande de fond, et l'eau s'écoule vers le bas, et si vous avez un insecte qui essaye à la surface de l'eau de sortir de là, si l'eau, la vitesse avec laquelle l'eau s'écoule est égale à la vitesse maximum de l'insecte qui essaye de sortir, comme la lumière qui essaye de sortir, il va faire du surplace. Et bien, vous voyez, ici, le trou noir a dépassé la limite d'élasticité de l'espace. La gelée espace est devenue tellement élastique qu'elle est devenue fluide et que l'espace s'écoule vers le centre. Et donc, la définition d'un trou noir, c'est une bulle de lumière qui fait du surplace. C'est vraiment ça. Et à l'intérieur de cette bulle, vous avez ce qui devrait être le centre, là où toute la matière se concentre, mais en fait, il semble, même s'il y a des doutes, on va arriver là-dessus à la fin, qu'à l'intérieur du trou noir, vous avez, alors cette fois vous êtes bien au-delà de la limite d'élasticité de la gelée espace, c'est comme si vous aviez déchiré la gelée et qui était l'espace, il y a un trou dans l'espace-temps qui est créé, il n'y a plus d'espace-temps au-delà de cette limite-là. Donc, c'est pour vous dire, vous voyez, quand les gens ont compris que la solution de Schwarzschild incluait tout ça, c'est pour ça qu'il a fallu du temps pour se convaincre que ça pourrait être réel. Une autre contribution très importante sur laquelle j'aimerais insister, que l'on oublie souvent de citer, c'est celle de Freeman Dyson. Freeman Dyson a été le premier, en 1963, à résoudre complètement un exercice dans un traité de Landau-Lifshitz. Et le but de cet exercice était le suivant, c'était de dire, prenez un système de deux objets, deux étoiles, et on va prendre deux étoiles mortes. L'idée de Dyson est de prendre deux étoiles à neutrons, très denses, qui tournent l'une autour de l'autre. Donc, vous utilisez
une formule due à Newton que deux corps qui tournent l'un autour de l'autre, ça a une certaine énergie de mouvement et énergie potentielle d'attraction, que cette énergie, elle va être constante, sauf qu'elle va en fait diminuer parce que, d'après Einstein, ce système émet des ondes gravitationnelles et Einstein avait déjà calculé, et ça a été amélioré par Landau-Lifshitz, à l'ordre le plus bas, quel est le flux, la perte d'énergie d'ondes gravitationnelles à l'infini. Et donc, si ce système perd de l'énergie, il doit y avoir moins d'énergie de plus en plus au cours du temps. Et donc, ça vous donne une équation d'évolution qui dit que l'énergie du système varie par cette équation-là. Et le but de l'exercice était de dire, c'est tellement petit l'effet que vous pouvez oublier. Pendant 50 ans, les gens ont dit, ces ondes gravitationnelles existent, mais leur effet est négligeable, et donc, oublions. Eh bien, Dyson a été le premier à dire, oui, c'est vrai, à tout instant, c'est petit. Mais si j'intègre au cours du temps, si j'attends 100 millions d'années, 500 millions d'années, le temps qu'il faut, les deux objets vont aller de plus en plus vite, vont se rapprocher l'un l'autre, ils vont émettre une onde gravitationnelle qui ressemble à une sinusoïde, quelque chose qui oscille tout le temps, mais dont l'amplitude augmente et dont la fréquence augmente. Et puis, à la fin, il va y avoir un flash apocalyptique d'ondes gravitationnelles émis lorsque les deux objets vont fusionner l'un avec l'autre quand ils sont extrêmement denses. Et Dyson nous a donné comme défi, est-ce que l'on peut calculer ce flash? Et en tout cas, il a dit que ça serait très intéressant de pouvoir détecter ça. Il a dit ça dès 1963. Je ne vais pas rentrer dans la théorie qui a permis de calculer précisément la forme d'onde émise par deux corps qui tournent l'un autour de l'autre. Il a fallu beaucoup de travaux pendant un certain nombre d'années. Je vais juste arriver à la fin, qui est que vers l'année 2000, en particulier dans des travaux faits avec Alessandra Buonanno et d'autres collaborateurs, il a été possible de calculer quelle est l'onde émise, l'onde gravitationnelle, l'onde de déformation de l'espace émise par deux trous noirs qui tournent de plus en plus vite jusqu'aux dernières orbites et jusqu'à la fusion. C'est-à-dire, je vais expliquer ça en détail, non, je vais l'expliquer après. Ces calculs ont été faits purement sur du papier, en fait, avec l'esprit, et 5 ans plus tard, il a été possible d'utiliser l'ordinateur pour calculer la même chose. En fait, il a fallu 30 ans aussi aux gens qui utilisaient les calculs sur ordinateur des équations d'Einstein pour arriver à avoir des résultats. Tout ça a été fondé sur des travaux mathématiques anciens, en particulier français. Et la première comparaison entre les calculs numériques et les calculs analytiques ont montré que le résultat analytique était en fait assez bon et qu'il pouvait être amélioré encore en utilisant les résultats numériques. Et donc, le résultat final, c'est que ça donne une méthode qui permet de calculer. En haut, vous voyez le mouvement relatif des deux trous noirs qui tournent l'un autour de l'autre. Ce qui est montré, c'est la distance entre les deux trous noirs. Et pendant ce temps-là, en bas, vous voyez l'onde gravitationnelle émise. Donc, il faut penser que ces deux trous noirs, vous voyez, déforment la structure de l'espace autour d'eux, comme cette gelée espace, comme deux cuillères à soupe, vous voyez, qui tournent dans la soupe. Ça fait des déformations qui se propagent. Et cette déformation, au début, les deux trous noirs tournant l'un autour de l'autre relativement lentement, crée une onde qui a une période qui est reliée à ça, donc qui est comme une sinusoïde, mais à la fin, ça va de plus en plus vite. Les deux trous noirs, perdant de l'énergie, se rapprochent et finalement tournent à la moitié de la vitesse de la lumière. C'est ça la difficulté du calcul. On ne peut pas utiliser le résultat juste de Dyson parce que vous avez à des ordres d'approximation extrêmement élevés. Et puis, vous avez la phase finale de fusion des deux trous noirs. Donc, à la fin, grâce à ces méthodes analytiques améliorées par des résultats numériques, vous pouvez calculer quelle est l'onde gravitationnelle totale. Vous pouvez prédire, voyez, avant de l'observer, quelle est la forme de cette déformation de l'espace-temps émise à partir d'un système de deux trous noirs dans toutes les directions. Ça part dans toutes les directions et ça se propage à la vitesse de la lumière. Ça dure pendant des centaines de millions d'années, mais et pendant des centaines de millions d'années, vous avez ces deux objets qui tournent l'un autour de l'autre. Et puis, dans les quelques secondes finales, vous avez les dernières orbites et vous avez la fusion des deux trous noirs. Vous pouvez imaginer que chaque trou noir est comme une espèce de bulle de savon. Si vous avez deux bulles de savon, quand elles sont loin l'une de l'autre, les bulles ressemblent à des points. Mais quand elles se rapprochent l'une de l'autre, si vous imaginez deux bulles de savon qui se touchent, elles vont en fait fusionner pour faire une seule grosse bulle de savon. Eh bien, c'est ce qui se passe aussi quand vous avez deux trous noirs.
la fusion des deux trous noirs forme un trou noir plus grand, et à la fin, la fusion des deux trous noirs crée un seul trou noir qui va tourner sur lui-même par conservation du moment cinétique, mais ce trou noir qui est créé, il n'est pas à l'équilibre, il n'a pas la bonne forme calculée par Schwarzschild et Kerr, et donc il va vibrer comme un objet qui n'est pas encore à l'équilibre. Si vous avez une masse qui bouge et qui n'est pas à sa situation d'équilibre, elle va bouger, émettre des ondes pour arriver jusqu'à l'équilibre. Et ça, c'est une idée qui avait été trouvée d'abord par Vishveshara en 1970. Il y a un spectre de vibration particulier d'un trou noir, et la fin du signal, c'est les vibrations du trou noir final. Il est impressionnant de penser que cet événement, au moment de la fusion des deux trous noirs, émet une puissance si vous voulez, en watts, mais enfin, disons ici en erg par seconde, en watts comme ce que vous payez à l'électricité suisse, ici, qui est 10 fois plus grande que la luminosité de toutes les étoiles, de toutes les galaxies, de tout l'univers. Vous avez la luminosité du Soleil dans une galaxie, il y a 100 milliards de soleils dans notre galaxie. Vous prenez 100 milliards de galaxies en plus, donc vous voyez, vous avez 100 milliards de la luminosité du Soleil. Il faut encore un facteur 10 pour atteindre la luminosité émise sous forme d'onde gravitationnelle lors de la fusion de deux trous noirs, même si cette luminosité n'est pas quelque chose de visible. C'est de l'énergie sous forme de vibration d'espace. Mais c'est tout de même impressionnant. Quelques mots sur ces détecteurs d'ondes gravitationnelles, LIGO. Donc, Gabriela expliquera ça en détail, mais donc vous avez ces tubes à vide, et il y a aussi le détecteur franco-italien Virgo qui a réussi à contribuer en août, pas dernier, mais de l'année dernière, à détecter aussi des fusions de trous noirs et autres événements. Vous avez donc d'immenses tubes à vide de 4 km de long, dans lesquels vous faites circuler de la lumière entre des miroirs, et ça vous donne un récepteur très sensible de variation de la distance entre les miroirs à cause des propriétés de l'interférométrie. Donc, regardons les premiers événements. En particulier, ça, je l'ai déjà montré, c'est les données brutes de détection de variation de longueur des bras lors du premier événement du 14 septembre 2015. Et comme je l'ai déjà dit, vous voyez des choses fluctuer, mais ce que vous voyez, c'est du bruit. Le signal d'onde gravitationnelle, qui est ce signal-là, qui a été émis par deux trous noirs, il est 1000 fois plus petit que l'amplitude que vous voyez ici. Donc vous ne le voyez absolument pas, il est totalement perdu dans le bruit. Donc il faut des techniques pour arriver à le sortir du bruit. Et disons aussi au passage, ce qui est vraiment impressionnant, c'est que le déplacement physique du bout des bras des miroirs correspond au milliardième de la taille d'un atome. L'onde gravitationnelle, ayant été émise il y a 1 milliard d'années-lumière d'ici, et s'est atténuée comme l'inverse de la distance en arrivant sur Terre, et elle était tellement faible qu'elle n'a fait bouger, vous voyez, physiquement les miroirs que du milliardième de la taille d'un atome, autrement dit 0, mais les merveilleux travail expérimental des physiciens et de LIGO ont permis de mesurer ça. Et pour l'interpréter en termes de quel est le signal qui a créé ça, il faut une technique de filtre adapté. Vous voyez, pour arriver à sortir du bruit un signal, si vous ne connaissez rien sur le signal, c'est assez difficile de le sortir du bruit. Si en revanche, vous savez la forme que peut avoir le signal, même si elle dépend de certains paramètres, vous pouvez aller le chercher dans le bruit par une technique mathématique de convolution. Et en fait, c'est ce qui s'est passé. Alessandra Bonanno, en utilisant la technique qu'on avait créée, a calculé pour LIGO 200 000 signaux possibles d'ondes gravitationnelles émis par des trous noirs de telle et telle masse, tel et tel moment de rotation, pour essayer tous les cas. Et ça donnait une banque de données. Et cette banque de données, c'est elle qui a permis de détecter tous les signaux observés par LIGO, en fait, à la fois pour la recherche et pour l'analyse des données. Donc, il y a plusieurs événements de coalescence de trous noirs binaires qui ont été vus, avec des masses, vous voyez, variées, des masses ici une trentaine de fois la masse du Soleil, ici 14 et 7, ici 30 et 20, ici 30 et 25. J'aimerais maintenant indiquer pourquoi, sans rentrer dans les détails, ces observations ont constitué la première preuve directe de l'existence des trous noirs. D'abord, j'aimerais dire que
cette figure, qui est dans l'article de découverte de LIGO, est à la fois complètement correcte et essentielle, mais un peu trompeuse parce que c'est une figure qui a nettoyé, en utilisant certains filtres pour enlever du bruit, quelles étaient les données brutes de LIGO, et qui suggère que l'essentiel du signal que vous voyez dans ce premier événement est le signal au moment de la coalescence, parce que je vous rappelle la forme qui doit être quelque part, voilà, la forme du signal prévu, c'est une onde gravitationnelle qui augmente jusqu'au dernier moment et qui est maximum au moment de la fusion des deux trous noirs. Donc on a l'impression que là, on voit directement la coalescence. En fait, si vous vous demandez, mais quel est le rapport signal sur bruit, c'est-à-dire quelle est la quantité d'informations que permet d'extraire le filtre adapté, vous avez cette courbe-là qui vous donne la quantité de signal contenu à chaque fréquence, chaque octave de fréquence, et la partie la plus importante du signal sur bruit dans ce signal de LIGO est obtenue à une fréquence qui est en fait de l'ordre de 50 Hz, qui est bien avant la fusion des trous noirs. Donc l'essentiel en fait de ce qu'a vu LIGO, ça n'est pas la fusion des deux trous noirs, c'était le mouvement des dernières orbites. Et c'est ça qui permet d'extraire les masses et les spins. En revanche, il reste du signal, parce que vous voyez que la fusion a lieu ici, et cette partie-là n'est pas négligeable. Elle est une partie plus faible qu'avant, mais elle est suffisamment importante pour confirmer, et c'est ça le point important, si vous décomposez le signal en deux morceaux, la partie du mouvement en spirale des deux et puis la partie de fusion finale, vous pouvez tester que le signal pendant la partie de fusion est compatible avec les masses que vous extrayez avant. Et c'est ce qui est représenté ici sur ce diagramme que je ne veux pas expliquer en détail, mais ce diagramme montre que si vous découpez le signal en deux morceaux, la partie de fusion émise par la fusion est compatible avec l'autre, et donc c'est une preuve tout à fait directe que vous avez bien vu la fusion de deux trous noirs, et que vous avez utilisé la théorie d'Einstein, mais en deux morceaux séparés, ayant utilisé la fusion séparément du reste. Je parlais ici, vous avez entendu parler des trous noirs bien avant la découverte de LIGO, c'est-à-dire dans les journaux de vulgarisation, on entend parler trous noirs par-ci, trous noirs par-là depuis longtemps, puisque les astrophysiciens s'étaient convaincus qu'il existait dans notre galaxie des sources de deux étoiles, dont une étoile morte qui tournait l'une autour de l'autre et qui émettait des rayons X, et dont l'étoile morte devait être un trou noir parce que c'était une masse trop grande pour être une étoile normale. Beaucoup de gens se sont convaincus qu'au centre de noyaux actifs de galaxies, il y a aussi des trous noirs géants. Aussi, grâce à beaucoup de travaux, en particulier ceux de Reinhard Genzel, au centre de notre galaxie, on ne voit pas grand-chose encore pour le moment, mais on voit des étoiles qui tournent sur des orbites assez lointaines, mais qui permettent de mesurer qu'il y a une masse, une énorme masse tapie au centre de notre galaxie. Cette masse vaut 4 millions de fois la masse du Soleil, et l'analyse de ça fait qu'on ne voit pas ce que ça pourrait être d'autre qu'un trou noir. Donc il y avait bien, si vous voulez, des preuves indirectes qu'il y avait des trous noirs en astrophysique, mais LIGO a représenté la première preuve où on a pu voir un signal lié vraiment à la fusion des deux trous noirs. Un autre événement très remarquable est que le 17 août 2017, LIGO et Virgo, ensemble, ont pu voir l'événement dont Dyson parlait, c'est-à-dire la fusion de deux étoiles à neutrons maintenant. Les étoiles à neutrons ont simplement 1,5 fois la masse du Soleil au lieu d'avoir 15 ou 30 fois la masse du Soleil. Mais ce système était relativement plus proche et donc a émis un signal. Ce signal, lui, vous utilisez beaucoup la forme du mouvement en spirale. Vous utilisez le fait qu'il y a des milliers de cycles où les deux étoiles à neutrons tournent l'un autour de l'autre pour aller chercher le signal dans le bruit. Et surtout, ce qui est magnifique, c'est que cet événement a été suivi de l'observation de bouffées de rayons gamma, puis d'autres signaux électromagnétiques qui ont montré que la fusion de ces deux étoiles à neutrons a créé un événement astrophysique très violent qui a créé des ondes électromagnétiques de tout le spectre. Gamma, finalement X, optique, infrarouge, etc. Donc c'est le début de ce qu'on appelle l'astronomie multimessager, c'est-à-dire voir non seulement les ondes gravitationnelles,
ce qui est magnifique, mais ce qui limite la physique et l'astrophysique. Mais ici, un événement qui est à la fois vu en ondes gravitationnelles et en ondes électromagnétiques. Disons aussi, et ça sera pertinent, je pense, pour l'exposé de Claudia de Rham, que cette observation, le fait que l'onde électromagnétique a été vue 2 secondes après la fin de l'onde gravitationnelle, nous dit que les ondes électromagnétiques, la lumière, se propagent à la même vitesse que l'onde gravitationnelle, telle que c'est prévu d'ailleurs par la théorie d'Einstein, mais là vous pouvez voir expérimentalement qu'ils se propagent à la même vitesse avec une précision à la 15e décimale. Vous pouvez montrer expérimentalement des données que la différence fractionnaire entre la vitesse de propagation de la lumière et des ondes gravitationnelles est plus petite que 10-15, ce qui confirme fortement la théorie d'Einstein et met des limites sur des théories alternatives possibles de la théorie d'Einstein. Donnons un regard rapide vers le futur. Donc, on peut estimer, en particulier lié aux travaux d'un groupe de Polonais, Belczynski et al., que bientôt, quand les détecteurs LIGO et Virgo reprendront des données, actuellement ils sont à l'arrêt, avec une sensibilité 3 fois meilleure, espérons, qu'avant, ils vont voir 3 fois plus loin, et voyant 3 fois plus loin, ils voient un volume 3 au cube, donc 27 fois plus grand, donc ils voient 27 fois plus d'événements, ce qui veut dire qu'ils devraient voir une coalescence de trous noirs par jour. Et dans le futur, on verra une coalescence de trous noirs toutes les 5 minutes aussi, LIGO, quand il aura atteint des sensibilités encore plus grandes. D'autres détecteurs, on espère que les ondes gravitationnelles, on verra d'autres choses que des trous noirs ou des étoiles à neutrons, comme des objets mystérieux, comme des cordes cosmiques, peut-être les cordes de la théorie des cordes, un fond cosmologique. Il y a des projets de détection d'ondes gravitationnelles dans l'espace. Je ne vais pas passer de temps pour dire que je vous ai parlé ici de la théorie des trous noirs comme si on comprenait tout. En fait, mathématiquement, très peu de choses sont démontrées. Il y a beaucoup de problèmes que les physiciens disent oui, on sait ce qui se passe dans un trou noir. Les mathématiciens disent non, on ne sait pas. C'est une question mathématique ouverte. J'aimerais finir pour parler des propriétés quantiques des trous noirs. Comme l'a dit Thierry, un des problèmes essentiels aujourd'hui, c'est d'unifier nos théories classiques de l'espace et du temps et de la gravitation avec les théories quantiques des forces d'interaction habituelles. Et une découverte très importante a été faite dans les années 70 par un jeune Mexicain, d'origine mexicaine en fait, Jacob Bekenstein, et par Stephen Hawking. En fait, Stephen Hawking voulait démontrer que ce que disait Jacob Bekenstein était complètement faux. L'idée de Jacob Bekenstein, c'est que comme un trou noir, c'est quelque chose dont rien ne sort, si vous avez une tasse de thé chaude et que vous jetez votre thé chaud à l'intérieur, vous avez perdu la chaleur qui est à l'intérieur de l'eau chaude du thé. Et en physique, cette chaleur, elle est liée à du désordre et à ce qu'on appelle de l'entropie. Et donc, vous avez perdu du désordre, donc c'est comme si vous aviez gagné de l'ordre. Mais le désordre doit toujours augmenter, c'est un peu la deuxième loi de la thermodynamique. Et donc, Jacob Bekenstein a dit on doit associer à un trou noir une quantité d'entropie et donc de perte d'information. Et Stephen a fait le premier calcul qui a permis de calculer cette entropie et de calculer la température d'un trou noir. Finalement, comme il l'a dit, un trou noir est chauffé à blanc. Quand il est assez petit, il finit par émettre de la lumière de façon assez violente. Et ça pose un paradoxe énorme, c'est que si un trou noir s'évapore parce qu'il est chaud et il perd de la chaleur, il va diminuer, sa masse va diminuer, et à la fin, il n'y aura plus de trou noir du tout. Et donc, vous avez transformé l'état initial, qui était un état quantique bien décrit, pur, comme on dit, qui a créé le trou noir, en quelque chose qui est de la chaleur. Et ça, c'est impossible d'après les lois de la mécanique quantique. Donc, il y a quelque chose que l'on ne comprend pas toujours, qu'on ne comprend toujours pas. Je pense que peut-être Andrew Strominger en parlera vendredi. J'arrive à mes conclusions. Des conclusions, il y a juste 2 pages de conclusions. D'abord, une première conclusion, c'est que j'ai donné 2 exemples, à la fois les trous noirs et les ondes gravitationnelles, où les équations, la résolution d'équations était finalement plus intelligente que les physiciens. Il a fallu 50 ans, vous voyez, pour comprendre que telle formule mathématique sur le trou noir correspondait à quelque chose de réel, alors que la théorie l'avait dit dès le premier jour. 1 mois après la découverte des équations, il y avait déjà le trou noir qui était là, mais l'esprit humain doit assimiler ça. Sinon, en résumant,
on a vraiment vu pour la première fois vibrer donc cette gelée espace lorsque les ondes gravitationnelles sont passées sur Terre, et ça nous a donné une preuve directe de l'existence des trous noirs. La théorie a joué un rôle important ainsi que l'observation. Et la dernière page de conclusion est que, pour aller au-delà de l'exposé de ce soir, à la fois, vous voyez, on peut être fasciné par la physique moderne et se dire voilà un cosmos quantique avec des superpositions de réalité au niveau cosmique. On peut aussi penser que pourquoi la science est-elle importante? Est-ce qu'elle est importante parce que quand on écoute un CD ou quand on utilise un smartphone, quand on fait un test qui utilise en fait l'annulation électron-positron ou le GPS dans une voiture, tout ça vient de la théorie de la relativité générale et de la physique quantique. Donc là, les applications de la physique théorique jouent un rôle essentiel dans notre vie de tous les jours. Mais le danger est de réduire la science à ses applications et de ne plus en apprécier la beauté philosophique et conceptuelle. Et pour ça, j'aimerais vous inviter, et c'est un des buts de la Fondation Wright, à lutter contre ce que Snow appelait le divorce des deux cultures, la culture humaniste habituelle et la culture scientifique. Et, oui, j'ai fait une bêtise. Play. Voilà. Que j'aimerais suivre Schrödinger qui a dit qu'il faut considérer la science comme un élément constitutif de l'humanisme. Et comme disait Einstein, et c'est mon dernier mot, je pense qu'il faut prendre au sérieux les conséquences de la science, les conséquences philosophiques, même quand elles semblent absurdes. Par exemple, une conséquence philosophique de la théorie de la relativité restreinte et générale, c'est que le passage du temps est une illusion. Et une conséquence philosophique de la physique quantique, qui est discutée d'ailleurs dans la bande dessinée à laquelle Michele a fait allusion, est que notre bonne vieille réalité est beaucoup plus complexe et est faite de superpositions de réalités incompatibles. Mais la physique quantique nous dit, mais c'est ça la réalité. Vous devez changer votre idée habituelle de la réalité et ne pas vous contenter de ce que vous avez appris à l'école ou de ce que l'on croit depuis des milliers d'années. Et cette hardiesse conceptuelle est quelque chose qui est souvent en retard par rapport aux équations. Et donc je vous invite à penser philosophiquement les conséquences de la science. Merci. Merci. Merci beaucoup Thibaut Damour pour ce fascinant voyage dans les trous noirs et autres. Prenez seulement place, on va passer à la discussion. Discussion que, je vous rappelle, on va mener en anglais ce soir et pour laquelle vous pouvez poser des questions de deux manières, par les micros qui vont circuler dans la salle, mais aussi par Twitter. Je vous rappelle le hashtag qui ne figure pas là, mais qui est simplement, je crois, #ColloquWright. Donc, n'hésitez pas à poser toutes vos questions aussi par Twitter. Elles seront relayées à nos orateurs ce soir. Je dis nos orateurs parce que, comme vous le savez, nous avons le plaisir aussi d'accueillir deux autres personnes qui vont donner une conférence cette semaine. So I'll switch now to English to welcome those two persons, just to say. Simplement pour répéter ce que j'ai déjà dit, la discussion va se dérouler en anglais. Posez vos questions directes avec les micros qui se baladent dans la salle ou par Twitter. Vous pouvez utiliser le hashtag ColloquWright et elles seront transmises ces questions aux trois orateurs. Gabriela González et Andrea Accamazzo, je vous propose de vous retrouver à la tribune. Bien, bienvenue. On va vous écouter mardi et jeudi. Je vais commencer par vous, Gabriela. Vous avez participé activement à la découverte des ondes gravitationnelles. Donc, votre présentation jeudi nous en dira davantage.
Mais racontez-nous ce moment extraordinaire où vous avez eu ce signal décrit par Thibault à l'écran et vous vous dites « ça y est ». Je dois dire que ça ne s'est pas fait en un moment. Le moment, l'instant où nous avons vu que les indications faisaient penser qu'il y avait un fort signal, eh bien, on ne le croyait pas. On ne pouvait pas croire qu'on n'avait pas, en fait, fait une simulation, que c'était vraiment les données dans leur détecteur qui occasionnaient ce signal. C'était tellement extraordinaire. C'était un signal qui semblait être émis de ces trous noirs beaucoup plus importants que nous ayons pu observer par le passé. Il fallait absolument en être sûr et il nous a fallu des mois en recourant aux simulations à ces formes d'ondes pour les faire correspondre aux données, pour être sûr et certain qu'il ne s'agissait pas d'un artefact. Ça n'a pas été un seul moment, ça a été des mois de travail pour s'assurer que ce qu'on voyait existait bien. Andrea Macazzo, vous travaillez également dans l'espace, mais dans un autre secteur de l'espace, si je peux m'exprimer ainsi, parce que vous faites en sorte que les vaisseaux spatiaux se déplacent dans l'atmosphère et donc on a lancé ces engins spatiaux, on a vu cela. Donc est-ce que vous voyez un parallèle entre ce que vous faites et ce qu'ils font? Alors, parler de parallèle, non, bon, écoutez, non, mais moi j'aime bien toujours utiliser mon équation F égale ma. Et mon cerveau n'est pas aussi élastique je l'ai beaucoup moins élastique que l'espace-temps. Et je ne peux pas vraiment parler de parallèle, mais nous sommes très, très heureux de pouvoir lancer des engins spatiaux qui permettent de vérifier ces données. Nous allons partir en mission LISA, qui a été conçue pour détecter les ondes gravitationnelles dans l'espace. Donc, voilà ce que nous faisons. Alors, pour vous donner d'autres informations, il nous faut prendre également en considération la relativité. Lorsque nous faisons voler Rosetta ou d'autres engins interplanétaires, nous ne pouvons pas utiliser le temps que nous utilisons parce qu'il y a d'autres effets. Donc, nous utilisons le temps du barycentre du système solaire. Ce n'est pas le même temps que celui de la Terre. Donc, il faut prendre tout cela en considération. Donc, il nous faut l'accepter, ces effets. Et du point de vue défi technologique, c'est assez compliqué parce que vous aussi, vous avez eu des défis technologiques à surmonter. Oui, peut-être ça remonte à un certain nombre d'années, mais l'un des plus grands défis, c'est justement de faire voler des engins interplanétaires en espace-temps et mesurer le temps comme il convient sur la Terre. C'est fondamental, tout est lié à cette mesure du temps. Mais le temps, c'est une illusion, oui, alors il va falloir réfléchir à ce que nous faisons. Et les défis technologiques du LIGO, oui, en ce qui nous concerne, ce n'est pas tellement une question de mesurer le temps. Bien sûr, nous devons utiliser une horloge atomique, mais le temps GPS, là, suffit. C'est mesurer l'espace, les distances entre les miroirs, comme l'a expliqué le professeur Damour. La distance entre ces miroirs à 4 km de distance qui se déplacent par onde gravitationnelle, à savoir à moins d'un 10 millième de protons, d'un milliardième d'atomes, de faire en sorte que ces miroirs ne se déplacent pas davantage avec d'autres sources. Mais on sait que les ondes de l'océan, les ondes du surf ou les vagues, c'est un petit peu ce que nous voyons. Les vagues sur la côte produisent des ondes qui occasionnent des déplacements d'un micron. Et il faut faire en sorte que ces miroirs ne bougent pas trop. Et cela a fallu des années de recherche technologique pour pouvoir
suspendre ces miroirs dans le vide à 4 km de distance sans faire de bruit, de façon à ce que nous puissions mesurer non pas une fois en 2015, mais plusieurs ondes gravitationnelles depuis. Alors on en revient à ces trous noirs. J'étais époustouflée d'apprendre qu'il n'y avait pas de preuve jusqu'à fort peu ou jusqu'aujourd'hui qu'il existe un trou noir au cœur de notre galaxie. Et il y a 2 semaines de cela, je crois, une équipe à l'Observatoire du Chili a montré que de la matière se déplaçait à 30% de la vitesse de la lumière près du cœur de la galaxie, qui va être une première piste, une première indice de l'existence de ce trou noir. Mais qu'est-ce que cela signifie? Quelle est l'importance de cette découverte? Effectivement, alors pendant des années, les études sur les étoiles qui gravitent, qu'il fallait 4 millions de densité du Soleil dans ce petit volume et que ça ne pouvait être autre chose qu'un trou noir, mais ce n'était pas une véritable preuve de l'existence de trou noir. Et cette expérience récente que l'on voit une espèce de point chaud qui est en fait de la matière qui gravite à un tiers de la vitesse de la lumière est l'une des premières indications qu'ils ont la possibilité de voir la structure près du trou noir et si cela est confirmé que cela est effectivement un trou noir. Et dans quelques mois, d'autres expériences du même ordre. Donc, le télescope Horizon devrait peut-être permettre d'apercevoir la silhouette de la matière autour du trou noir. C'est donc une image trou noir. C'est quand même curieux de parler d'une image d'un trou noir. Mais rappelez-vous ce film interstellaire, il faut l'imaginer un petit peu comme cela. Moi, j'aime bien parler de silhouette. C'est la forme d'un objet avec en toile de fond la lumière. Donc vous avez besoin d'une source de lumière tout autour. Et c'est la matière qui tombe dans le trou noir qui crée la lumière. Et ensuite vous voyez quelque chose comme une zone, une ombre, une silhouette noire. Mais probablement ce sera bruyant, on ne va pas voir vraiment ce qui est en train de se passer parce qu'on ne connaît pas la physique compliquée de la matière qui tombe dans le trou noir. Mais c'est très excitant de pouvoir l'envisager, de voir cela et de voir le trou noir au cœur de la galaxie et ce trou noir qui est 1000 fois plus grand et 1000 fois plus éloigné. Et ce sera très très intéressant de le voir. Est-ce que c'est possible à ce moment-là de voir des ondes gravitationnelles à partir de notre trou noir, enfin l'appeler comme cela? Évidemment, ce serait notre souhait le plus cher. Les ondes gravitationnelles créées, produites dans notre galaxie ne se produisent pas aussi souvent, une fois tous les 10 000 ans. Alors bien sûr, on aimerait bien voir ces ondes-là parce qu'elles seront très puissantes. Ça ne va pas se faire malheureusement, mais les choses qui tombent dans le trou noir ou la fusion des trous noirs au cœur des galaxies, eh bien, on pourra les observer avec le projet LISA, avec l'interféromètre de l'Agence spatiale européenne. Bon, ça va se passer en 2034. Il faudra faire preuve de patience, mais nous avons fait preuve de patience par le passé et ça a été fructueux. Donc, vous serez là, c'est vous qui allez piloter cet engin. La mission Rosetta a été conçue en 1985, autorisée en 1993. Et vous voyez, le calendrier est plus ou moins le même et je pense que je serai à la retraite en train de skier dans les Alpes. Alors, le télescope ISO développé par le site à Chili qui a découvert la silhouette de ce trou noir. Il y a quelques mois, au mois de juillet, ils ont découvert autre chose, à savoir une étoile qui passait près de ce trou noir, Sagittaire A, et les scientifiques s'attendaient à voir des toutes petites variations de la théorie d'Einstein. Et puis, ce n'a pas été le cas.
ce qui a démontré encore une fois que Einstein avait 1000 fois raison. Est-ce que vous avez été déçu qu'il n'y avait pas d'éléments physiques inconnus? Non, on ne s'attendait pas à voir une déviation, un écart de la théorie d'Einstein. Ce qu'ils ont mesuré, c'est le déplacement vers la droite, donc de la lumière émise par cette étoile alors qu'elle est très proche du trou noir. Et cet effet a été testé avec plus grande précision dans les pulsars binaires et dans le système solaire. Donc on ne s'attendait pas à ce que ce soit considéré comme faux cette fois-ci. La théorie d'Einstein n'est peut-être pas la dernière théorie sur la gravité. Et quel serait le meilleur endroit où on pourrait constater des écarts? Alors, il y a une mission qui teste cela, c'est la mission microscope qui en revient à la base de la gravité telle qu'elle a été découverte par Galilée il y a tant d'années. Donc si j'ai des corps de composition différentes comme une bille ou une boule de fer ou de cuivre, quelle que soit leur masse, ou même avec la même masse mais avec une différente composition, ils vont tomber exactement de la même façon. C'est ce que disait Galilée. Bon, c'est un peu plus compliqué que cela. Mais enfin, Einstein s'est rendu compte que c'était une caractéristique extraordinaire, que ça pas forcément besoin d'être exact, mais il a postulé qu'elle était exacte et il a ainsi concocté cette théorie. Et le développement, l'évolution de la physique au dernier siècle nous fait penser que c'est une caractéristique extrêmement fragile et avec des extensions très rapidement, on viole cette propriété, cette caractéristique. Et on n'a pas encore tous les résultats de cette mission. Et tous les corps tombent de la même façon à la puissance 10-14. Et j'aurais souhaité, avec Gabriele Veneziano, on espérait justement que la prédiction de la théorie des cordes, que l'on aurait affaire à une déviation dans cette expérience, mais pour l'instant, ce n'est pas encore le cas, mais on espère un jour y arriver. Donc la théorie d'Einstein reste valable. Donc je pense qu'on va passer maintenant à une généralisation de la discussion. Je n'arrive pas très bien à voir, pour des raisons de lumière, où se trouvent les personnes qui souhaitent poser des questions. Alors, j'essaye de deviner. Donc, nous avons 3 personnes qui souhaiteraient poser des questions. Dans la deuxième rangée, à partir du bas, allez-y. Merci, j'ai une question portant sur les 2 étoiles neutrons qui se sont retrouvés dans cette coalescence avec cette onde gravitationnelle. J'ai lu quelque chose sur ces ondes gravitationnelles et ces rayons gamma. Il y avait un écart de 2 secondes entre ces 2 événements. Comment est-ce possible s'ils se déplacent à la même vitesse? Pourquoi est-ce que vous avez constaté cet écart de 2 secondes entre ces 2 événements? Gabriella, peut-être? Alors, première chose à laquelle on a pensé, après s'être déplacé 130 millions d'années-lumière avec un écart de 2 secondes à l'arrivée, c'est quand même extraordinaire. La réponse à votre question, c'est que ces rayons gamma sont produits après la fusion des étoiles neutrons et les ondes gravitationnelles. Et le temps que nous avons mesuré avec les ondes gravitationnelles, c'est le moment de la coalescence, et le temps mesuré par les rayons gamma, c'est autre chose. Donc, il y a eu 2 expériences qui ont été faites pour mesurer les rayons gamma, Fermi entre autres, et il y a eu donc des énergies différentes à des moments différents. Donc, les rayons gamma nous disent qu'il s'est passé lors de la fusion avec les ondes électromagnétiques qu'ils ont produites, les visibles. Et les invisibles, on ne sait pas quand elles ont été produites parce qu'on ne peut les voir que la nuit, plusieurs heures plus tard. Mais les rayons X émis par le même système sont arrivés 10 jours plus tard. Donc la fusion,
ce qui a été créé après la fusion, cette structure est extrêmement compliquée et les astrophysiciens sont toujours en train d'analyser les données de cet événement. Personne n'avait pu prédire ces 2 secondes et on ne sait pas pourquoi ces 2 secondes et pas 10 secondes. Alors, en fin de compte, oui, en tout cas, je ne suis pas astrophysicienne, mais le fait qu'il s'agisse de 2 secondes, moi, je trouve ça absolument extraordinaire. Mais s'il s'était agi de 10 secondes, les gens n'auraient pas été surpris non plus. Autre question, allez-y. Alors, je souhaiterais savoir si nous pouvions survivre à proximité de la fusion, du point de fusion de 2 trous noirs. Et donc, il y a l'effet des ondes gravitationnelles. Qu'est-ce que ça voudrait dire d'avoir des ondes gravitationnelles qui arrivent sur nous? Alors, l'effet serait très faible. Même lorsque les ondes se forment, c'est moins qu'1% de fluctuation de la distance entre les molécules dans votre corps. C'est assez intéressant de rappeler qu'il y a un très beau livre de Gamow dans lequel il représente l'arrivée d'une onde gravitationnelle sur une plage avec des effets extrêmes. Il voit sa fiancée en train d'être déformée et disparaître. Donc il n'y a pas d'onde gravitationnelle qui soit si puissante que cela, la raison en étant que cette structure est extrêmement rigide, l'espace est élastique. Donc, un moyen aussi rigide, les ondes se propagent très rapidement à la vélocité de la lumière. On sait que l'espace doit être rigide et c'est effectivement le cas, c'est très rigide. C'est difficile de créer des ondes gravitationnelles. Votre cerveau est certainement plus flexible que cela. Autre question ici, allez-y. 4e rangée à partir du bas. J'ai une question portant sur les ondes gravitationnelles, enfin la détection de ces ondes gravitationnelles. Vous vous fiez à des filtres, à du filtrage, donc vous allez trouver ce que vous cherchez. Et j'étais en train de me demander s'il y avait peut-être un autre système cool, enfin je n'ai pas la moindre idée, un autre système avec une belle forme d'onde qui pourrait permettre d'arriver à vos fins. Est-ce que vous cherchez ce genre de choses? Oui, bien sûr, on cherche tous azimuts, mais on cherche plus loin que la coalescence comme système et on a de très bons modèles, comme cela a été expliqué. Nous avons des méthodes qui nous permettent de chercher dans l'inconnu, qui ne se fie pas à un modèle d'onde gravitationnelle où on cherche des corrélations entre les détecteurs, donc c'est moins sensible. On ne peut détecter que les choses qui sont extrêmement puissantes et avec cette méthode, cette première onde gravitationnelle a été également détectée. Les autres ondes gravitationnelles également mentionnées, eh bien nous ne les avons détectées que parce que nous les cherchions pour des formes d'ondes semblables. Il nous faut tester beaucoup de formes d'ondes pour arriver à nos fins, mais nous cherchons des ondes gravitationnelles inconnues et malheureusement, je dis malheureusement parce que ce sont certainement les plus intéressantes, on ne les a pas trouvées pour l'instant. On cherche également des ondes périodiques suscitées par des étoiles en rotation, des étoiles neutrons, et on essaye de trouver un bruit stochastique créé par l'univers tout au début, peut-être à une amplitude à laquelle nous ne sommes pas sensibles, mais avec d'autres signaux qui sont mêlés les uns aux autres. Alors, des questions sur Twitter. Oui, nous avons une question sur Twitter, une question double et une question multiple. Je vais commencer par la question double. Alors, si les ondes gravitationnelles se déplacent à la vitesse de la lumière, cela veut dire qu'il n'y a pas d'indice de réfraction pour les ondes gravitationnelles. C'est la première partie de la question double. La deuxième partie, mais la lumière à ce moment-là devrait suivre un chemin courbé pour arriver jusqu'à nous.
donc, est-ce qu'on doit être vraiment étonné que les deux arrivent en même temps? Oui, c'est une excellente question. C'est vrai que la lumière, en général, ne se propage pas à la vélocité de la lumière en raison de l'interaction avec la matière. Il y a un ralentissement, donc vous avez besoin d'un univers transparent pour que ça se fasse, ou alors les 2 secondes sont ainsi expliquées. Et l'autre partie de la question, c'est qu'en fait, il y a une espèce d'indice de réfraction parce que quand on dit que les ondes gravitationnelles se propagent à la vitesse de la lumière, c'est parce qu'elles sont en train de surfer sur la courbe espace-temps. L'espace est déformé et les deux se déplacent à la vélocité locale de la lumière. Et comme on l'a vu autour des trous noirs, la vélocité locale de la lumière est très différente de ce qu'elle est, mais la lumière et la gravitation, si on peut avoir cet effet de plasma avec un indice dû à la proximité de la matière, à ce moment-là, ils vont surfer sur la courbe de l'espace-temps et seront retardés de la même façon. Bon, je passe maintenant à la question multiple. Elle ressemble à la question suivante. Comment est-ce qu'il nous faut étudier les trous noirs en tenant compte de la théorie de la relativité, des ondes gravitationnelles, ces masses négatives et de la théorie de Jean-Pierre Petit? Mais je pense que vous allez pouvoir peut-être répondre à la question de façon plus générale et expliquer le rôle des trous noirs dans les théories alternatives des ondes gravitationnelles. Claudia peut-être nous en dira davantage, mais enfin, il y a des preuves, des données probantes suite à de nombreux tests sur la validité de la théorie d'Einstein, qu'il faut garder l'esprit ouvert et d'interpréter les données en termes de limites ou déviations par rapport à la théorie d'Einstein. Et le trou noir est tellement extrême comme objet dans la théorie d'Einstein que si vous modifiez la théorie d'Einstein, si les trous noirs existent, quelles sont leurs propriétés? C'est une question assez compliquée parce que dans la plupart des théories alternatives, les trous noirs restent les mêmes et il est très difficile de parvenir à une bonne théorie avec toutes sortes de propriétés de théorie, avec des trous noirs différents de ceux de la théorie d'Einstein. Ils restent les mêmes dans toutes les bonnes théories sur les champs de gravité, mais ce serait intéressant de faire des tests phénoménologiques pour voir si les trous noirs sont tout à fait compatibles avec la théorie d'Einstein sur la relativité générale. Entre-temps, nous avons reçu une autre question, qui est la suivante. Nous espérons comprendre la toile de fond de la micro-onde cosmique connaissant l'existence des ondes gravitationnelles. Donc, c'est quoi la question? Bien, j'imagine que la question porte sur la polarisation de la toile de fond micro-ondes. Enfin, c'est pas dit comme cela, mais je pense que c'est ce qu'il faut comprendre. Alors, je ne suis pas expert en la matière, mais c'est vrai que ce serait très intéressant, grâce à ces effets de polarisation, de constater ce phénomène. Si le ratio des composants des ondes gravitationnelles dans l'origine de la fluctuation signal-bruit, à ce moment-là, on devrait voir les premières ondes gravitationnelles. Et ce qui est très important, c'est que ces premières ondes gravitationnelles seraient quantiques dans la nature. Et ce serait un test en direct de la gravité quantique, les fluctuations quantiques du champ de gravitation produit dans tout l'univers. Donc la présence de la poussière dans les données ne nous a pas permis de le constater, mais ce serait effectivement très intéressant de pouvoir le constater à l'avenir. D'autant plus que ce serait un signe d'une période inflationnaire. Et oui, on aurait comme ça un aperçu de la inflation initiale. Est-ce qu'il y a une autre question dans la salle? Oui, derrière vous, Thierry, allez-y. Yes. Thank you for
Merci beaucoup de cet exposé. J'ai une question en fait à adresser au professeur Damour. Vous avez dit l'énergie générée par deux trous noirs est plus importante à celle de toutes les étoiles, de toutes les galaxies, de l'ensemble de l'univers. Si c'est bien ça. Bon. Est-ce que nous connaissons le nombre d'étoiles dans l'univers? Non, non. C'est juste une image. Le nombre en question a été indiqué à l'écran. Le pouvoir est de 10 puissance 56. Pour arriver à 10 puissance 56, il faut vraiment la luminosité du Soleil qui est de 10 puissance 3 plus 11 puissance supplémentaire. Ça, c'est ce qu'on dit généralement être une galaxie. Et encore plus 10 puissance 11 de galaxies. Et vous avez en plus d'un facteur de 10 en plus. C'est un ordre de grandeur. Je ne dis pas que nous connaissions le nombre d'étoiles et le nombre de galaxies dans l'univers visible. Avec une précision telle que je l'ai indiqué. Je voulais juste donner un ordre de grandeur pour vous dire que si vous tenez compte de ce que nous savons à peu près de l'univers visible, c'est frappant de constater que la puissance qui, en watts, en hertz par seconde émise par une coalescence soit supérieure à cela. Ça, c'est un fait. Mais j'ajoute que dans les unités naturelles, des théoriciens que les théoriciens utiliseraient pour mesurer ça, par exemple Freeman Dyson estime que c'est une luminosité naturelle requise pour la coalescence de deux trous noirs. La puissance émise est faible, 10 puissance moins 3. C'est divisé par 3, par G. Donc c'est à la fois très important et très petit. Donc ça reste relatif, si j'ose dire. On ne connaît pas le nombre d'étoiles et donc on ne connaît pas la puissance exacte. Oui, c'était juste un ordre de grandeur. Autre question de ma part, parce que je n'ai pas encore les idées tout à fait claires sur cette idée de temps qui est une illusion, etc. Vous dites que dans les trous noirs, le temps n'existe plus, en d'autres termes. Mais enfin, peut-être qu'il existe ou qu'il ne se termine pas. Enfin, comment se fait-il que les trous noirs, eux, connaissent une fin ? Eh bien, lorsque je dis le temps est une illusion, je veux dire ceci. Si vous avez un frère jumeau et que vous l'amenez très près de la surface du trou noir alors que vous restez ici, et que vous restez comme ça pendant 10 ans, lorsque vous retrouvez votre frère, il n'aura pas vieilli du tout. Cela montre que la notion du temps peut être radicalement transformée par des effets qui sont dus à la matière ou à la vitesse si vous êtes dans la relativité spéciale. Et si vous y réfléchissez, ça veut dire que dans certains cas, si vous sautez dans une fusée qui tourne extrêmement vite, vous pourrez voir l'avenir de Genève dans 65 millions d'années. Vous pourrez, en 1 minute de votre vie, revenir ici après avoir fait ce voyage et avoir vu Genève dans 65 millions d'années. Vous pourrez sauter dans l'avenir. Réfléchissez-y sur un plan philosophique. Alors, 2 dernières questions encore ici, parce que le temps s'écoule très vite. 2 personnes encore? Oui. Et ensuite, Boris, vous serez le dernier. Au professeur Damour, j'aimerais adresser la question suivante. S'il y avait des trous noirs suffisamment proches pour former un grand trou noir, qu'est-ce qui changerait? Est-ce que nous le ressentirions? Je vais essayer d'expliquer ma question. Vous avez dit que les trous noirs, en quelque sorte, modifient ou déforment l'espace-temps. Mais si vous êtes assez proche d'un trou noir, est-ce que vous voyez le temps et l'espace changer? Ou bien est-ce que ce sera comme un monde parallèle qui changera sans que nous, on le remarque? En d'autres termes, ma question est aussi liée à la suivante. Qu'est-ce que les ondes gravitationnelles nous apprennent du fait que l'univers est infini et continue à poursuivre son expansion? Bon, tout ceci sont des questions très différentes les unes des autres.
Si vous avez un trou noir qui arrive ici dans cette salle, par exemple, vous aurez vous sentirez l'attraction gravitationnelle comme une autre étoile. Vous changerez la dynamique d'attraction du système solaire, la trajectoire de la Terre serait modifiée, etc. Et ensuite, si le trou noir arrive très rapidement et entre en collision avec la Terre, s'il est suffisamment grand, il peut créer des effets très violents. Par exemple, phagocyter une partie de la Terre s'il est suffisamment grand. Mais voir les changements de la structure du temps et de l'espace dans un trou noir, pour le voir, il faudrait vraiment sauter à l'intérieur. Mais ce ne serait pas un univers parallèle. Ce serait toujours un effet classique. Il faudrait passer au trou noir quantique pour réfléchir à la superposition éventuelle de réalités différentes. Dernière question maintenant, parce que le temps vraiment nous manque. Merci. En laissant les questions scientifiques ouvertes, il faut parfois aller jusqu'aux limites, aux confins extrêmes de l'univers. Et parfois, il est nécessaire de rouvrir les manuels de physique et les lire d'un œil neuf. Je vais essayer d'illustrer cela. L'un d'entre vous a dit que, enfin je crois que c'est Richard Feynman qui a dit que ça n'était pas une loi de la nature, c'était une demi-loi. Pourquoi? Parce qu'en raison des 3 paramètres dont on ne peut mesurer qu'un seul. L'accélération. Sauf si on considère que la masse inertielle peut être mesurée par une machine, une balance. C'est tout le problème de la gravitation. Ce qui nous amène à la deuxième demi-loi de la nature, la gravitation universelle. Donc même si on rouvre tous les jours les équations ou les manuels les plus simples, les plus rudimentaires que l'on a ouverts pour la première fois à 10 ans, parfois il arrive même aux scientifiques et aux prix Nobel de répéter des choses sans les comprendre totalement. Ce qui nous oblige à nous émerveiller constamment. Comment est-ce que l'on arrive à imaginer la fin de l'univers avec un œil neuf et rouvrir les manuels de physique avec un œil neuf à chaque fois? Manifestement, je souscris parfaitement à votre déclaration. Je suis un ingénieur, je ne suis pas un physicien. Donc, je ne comprends pas vraiment tout ce qui a été discuté ici jusqu'ici. Mais moi, je décris la façon de la façon suivante. Tout ce que nous disons dépend de la manière dont nous voyons l'univers. Nous décrivons l'univers d'une façon extrêmement fragmentaire. Ça n'est qu'une fraction de la réalité. Je suis d'accord avec vous pour dire que revenir aux fondements, aux lois fondamentales, pourrait être une source d'inspiration pour nous aider à mieux comprendre ce qui nous entoure. Mais tout est la manière dont nous le décrivons. Ça n'est pas la réalité pour autant. Tout ce que nous décrivons, c'est la réalité. Non, pas du tout. La réalité, c'est autre chose. Nous essayons, nous investissons des efforts considérables pour essayer de décrire la réalité. Mais manifestement, il nous manque toujours des choses et beaucoup de choses. Voilà le mot de la fin, je crois. Mais avant de clore, je voudrais encore tout d'abord revenir à Einstein. Parce que Einstein a été quand même cité à maintes reprises dans votre discours. Et derrière aussi LIGO, vous avez répondu à toutes sortes de questions sur Einstein. Mais auparavant, ma question est la suivante. Si vous aviez Einstein devant vous aujourd'hui, quelle serait la question que vous lui poseriez? Vous êtes heureux? Vous savez que lorsque les gens ont essayé de résoudre les équations d'Einstein, il leur a dit « Pourquoi est-ce que vous passez autant de temps à essayer de résoudre ces équations qui sont provisoires ?» Parce qu'ils n'avaient jamais eu le sentiment de découvrir quelque chose de définitif. Ils pensaient toujours que c'était l'étape suivante qui compterait avant tout. Il a toujours estimé que toutes ces descriptions de la matière, de l'espace-temps, etc., étaient insuffisantes. Donc gardons cet esprit d'ouverture vis-à-vis de l'avenir, nous aussi. Alors,
il y a une question que je peux peut-être poser à mes collègues. L'autre, la question que je poserai à Einstein, c'est, je dis, est-ce que vous êtes d'accord pour considérer que ce que vous avez dit contient des erreurs? Gabriela, eh bien, je lui montrerai LIGO et ensuite je lui demanderai de nous aider à lutter contre le bruit quantique. Ça va être ce qui va nous limiter dans nos mesures très bientôt. Parfait. Alors, réagissez s'il vous plaît à une citation de Einstein qui a été un petit peu déformée comme l'espace-temps, mais la version initiale a été publiée en 1936. Le mystère éternel du monde, c'est sa compréhensibilité. Le fait qu'il soit compréhensible est un miracle. Ça a souvent été raccourci en disant la chose la plus incompréhensible de l'univers, c'est qu'il soit compréhensible. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Qu'est-ce que vous en pensez? Écoutez, je crois que c'est une citation extrêmement profonde de la part d'Einstein. Qu'est-ce que ça vous dit à vous? Eh bien, ça veut dire que du point de vue humaniste, nous devrions toujours nous étonner de la possibilité de l'existence même de la science. Il n'y a pas de raison a priori expliquant pourquoi la pauvre petite raison humaine, qui est cette espèce de gelée que nous avons dans notre cerveau, puisse comprendre ce qui s'est passé dans le Big Bang, dans les trous noirs, le décrire avec des équations mathématiques qui sont valables jusqu'à 15 chiffres après la virgule. C'est assez étonnant, c'est merveilleux. Donc, gardons notre capacité à nous émerveiller sans interpréter les choses de façon excessive, simplement en nous émerveillant. Pour moi, je suis évidemment d'accord avec le professeur Damour, mais cette citation veut aussi dire autre chose. C'est que ce que nous comprenons de l'univers aujourd'hui, c'est moins que ce que nous comprendrons de l'univers demain. Parce que notre compréhension est limitée, mais elle ne cesse de s'étendre, elle aussi. C'est donc fascinant de voir à quel point il y a toujours et constamment des choses nouvelles à comprendre et à apprendre à propos de l'univers. C'est tout à fait fascinant. Et vous, s'il vous plaît? Pour moi, ça veut dire que si on cesse d'être curieux, on n'a pas d'avenir. Il faut continuer à chercher ce que l'on ne comprend pas aujourd'hui. Toute dernière question à vous, Thibault, parce que c'est votre soirée après tout. J'ai fait votre connaissance il y a 10 ans à Paris. Je vous ai interviewé à l'époque et vous m'avez dit que vous aviez peur de quelque chose. Vous aviez peur, je vous lis l'interview, que l'esprit humain ne soit pas en mesure de comprendre les lois de l'univers parce qu'elles sont devenues trop complexes. Est-ce que vous avez toujours cette peur au fond de vous? Oui, eh bien, ça fait partie de cet émerveillement dont parlait Einstein. Je n'ai plus cette peur vraiment, mais lorsque je pense à certains de nos amis animaux, par exemple, et si je pense que même si vous aimez votre chien, vous ne serez jamais en mesure de lui expliquer la théorie d'Einstein, pourquoi pouvons-nous comprendre? Et peut-être sommes-nous aussi limités, peut-être arriverons-nous à un moment où les choses deviendront trop complexes pour que nous puissions les comprendre et que nous ne pourrons plus continuer notre chemin rationnel vers la compréhension de l'univers. Ce serait la fin de la physique théorique. Mais nous n'en voyons pas les signes pour l'instant. Vous n'avez plus peur? Non, non, je n'ai plus peur. Eh bien, merci beaucoup à vous trois, en particulier à Thibault Damour. Permettez-moi de terminer en français pour vous dire simplement qu'il y aura d'autres conférences cette semaine, comme vous le savez. Demain soir, Andrea Comazzo. Jeudi soir, Gabriela Gonzalez. Mercredi, Claudia Doram, qui est dans cette salle aussi. Et vendredi, Andrew Strominger. L'occasion aussi de remercier tous ceux qui ont collaboré à l'organisation de cet événement, à commencer par la Fondation Wright, bien sûr, l'Université de Genève et tous ceux qui ont participé à l'organisation. Et enfin, une dernière chose à vous dire, ça a été mentionné par le recteur de l'université, mais il y a un fantastique spectacle son et lumière, dont on devrait voir quelques images maintenant, qui a lieu tous les soirs jusqu'au 21 novembre au Parc des Bastions à 18h, 19h et 20h. Allez-y, il paraît que c'est fantastique. Je ne l'ai pas vu ce soir, j'étais là, mais je vous encourage à y aller. Voilà, merci à tous et
peut-être à un autre soir cette semaine. Thank you very much.